Notre invité ce matin, François Fillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première interview radio-télé depuis votre victoire à la primaire. Merci d'être là. Vous serez à midi sur un poste frontière à Menton. Nous allons donc parler d'immigration, de droit d'asile, de nationalité. Mais auparavant, nous allons savoir si vous tenez vos promesses. Alors, nous allons commencer. Quand présenterez-vous votre équipe gouvernementale prête à agir ? Je la présenterai quand je serai prêt, Jean-Jacques Bourdin. J'ai dit que je voulais que les 2 ou 3 principaux ministres, qui seront en charge des réformes qui doivent être mises en œuvre dès le mois de juillet, c'est-à-dire essentiellement le droit du travail, le marché du travail et la réforme de la fiscalité, soient connus un peu à l'avance pour qu'ils soient prêts à appuyer sur le bouton de la réforme. Et ils seront connus quand ? Quand je serai prêt. Voilà, je ne vais pas m'enfermer dans des délais ou dans des 4 mois avant la présidentielle. C'est une interprétation qui a été un peu... J'ai dit que ça serait avant la présidentielle et après la primaire. Voilà. Et je tiendrai ma promesse, je vous rassure. Avez-vous choisi votre Premier ministre, si vous êtes élu ? J'ai une idée en tête, mais vous avez une idée en tête ? Je vous le dirai, ça aussi. Vous n'en saurez pas plus. Voilà, je vous dirai ni son sexe, ni sa provenance régionale. Mais vous avez une idée en tête ? J'ai une idée en tête. Il vous a soutenu au premier tour de la primaire ? Ce serait préférable. Ce serait préférable. Bon, est-ce que vous abrogerez la loi limitant le cumul des mandats ? Non. 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 Malgré la pression de certains élus, les Républicains. Non, c'est pas une loi que j'ai votée. Je considère qu'elle ne règle pas un certain nombre de questions de fonctionnement du Parlement. Mais j'ai fait campagne en disant que je ne reviendrai pas sur cette loi. J'ai été élu à la primaire. C'est pas pour changer aujourd'hui de position. Est-ce que vous supprimerez le 49.3 si vous êtes élu ? Non, certainement pas. Certainement pas. Je ne touche pas à la Constitution et à son équilibre. Il y a des apprentis sorciers qui manipulent la Constitution, qui pensent qu'il faut retirer tel ou tel article. La Constitution, elle a un équilibre. Le 49.3, il est fait pour permettre à un président de la République, élu au suffrage universel, confronté à un problème de majorité, de gouverner. Donc je laisserai le 49.3. Laurent Wauquiez vous soutient. Il était il y a quelques minutes chez nos confrères d'RTL. Et voilà ce qu'il a dit. Le programme de François Fillon doit être amendé. Du sang et des larmes, ça ne suffit pas. Il faut un peu oublier cela. Qu'en pensez-vous ? Lui répondez-vous ? Je pense que c'est inutile de reprendre les mots de la gauche. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui. C'est pas le programme que je propose. Moi, je propose au contraire un programme pour que les Français aient du travail, pour atteindre le plein emploi, pour que la France retrouve sa puissance et puisse se faire entendre dans le monde. Et donc, mon programme ne sera pas amendé. Il sera enrichi. Si Laurent Wauquiez a des idées supplémentaires pour enrichir le programme, il est le bienvenu, mais il ne sera pas amendé. Et en particulier, puisque j'ai entendu qu'il proposait la défiscalisation des heures supplémentaires, on est en 2017, on n'est pas en 2007. Il y a 10 ans, on a défiscalisé les heures supplémentaires. Aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens de subventionner les entreprises pour que les Français travaillent plus, de les subventionner pour les 35 heures, c'est-à-dire de les subventionner des deux côtés, et d'emprunter sur les marchés internationaux pour financer tout ça. Voilà. Donc tout ça, la réponse est claire. La réponse, elle est non. Ce n'est pas lui qui est candidat à la présidence de la République. Non, moi ce que je veux, c'est que les Français aient plus de salaire. Et pour qu'ils aient plus de salaire, il faut qu'ils paient moins de charges sur leur salaire. Vous savez qu'en France, on est un des pays qui a le record en Europe des charges que paient... Je ne parle pas des charges payées par les entreprises, je parle des charges qui sont prélevées sur votre salaire. Moi, je veux diminuer ces charges. Je veux que le salaire des Français augmente. J'ai d'ailleurs proposé qu'on supprime la cotisation maladie, qu'on la transfère sur la TVA. Et je veux aller plus loin, c'est-à-dire que je veux vraiment que le salaire direct des Français augmente. Et pour que le salaire direct des Français augmente, il n'y a qu'une seule solution, c'est de baisser la dépense publique, parce que c'est la dépense publique qui... Je vais y venir, justement. Est-ce que vous allez tenir vos engagements ? La sécurité sociale, j'ai la grippe, est-ce que tout mon traitement sera remboursé ? Oui, non, cette affaire de sécurité sociale, on n'a pas été bon, on n'a pas été clair dans nos propositions, on voit qu'elle ne marche pas. Ce matin, toutes les radios nous expliquent que le système est en train de sauter, parce qu'il n'y a plus assez de place dans les services d'urgence, parce qu'il n'y a plus assez de médecins
sur le terrain et une simple épidémie de grippe est en train de paralyser complètement le système. Oui. Ce qui montre que, quand Mme Touraine explique que tout va bien, que c'est formidable et que c'est le programme de François Fillon qui menace la sécurité sociale, ça n'a juste aucun sens. Donc oui, il va bien falloir réorganiser notre système de protection sociale et notre système de santé. Ce que nous avions écrit a été mal compris. Je l'ai retiré. Vous l'avez retiré. J'ai lancé un débat avec l'ensemble des responsables de la santé, les médecins, etc., qui est en train de se dérouler en ce moment. Les auditions ont lieu en ce moment. Je referai des propositions. Ce que je veux, avant la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, ce que je veux, c'est que il y ait une meilleure répartition entre les mutuelles et la sécurité sociale, et que les mutuelles soient plus contrôlées. Voilà, parce que on a vu hier, je crois, dans plusieurs enquêtes qui ont été publiées, que la réforme qui a consisté à rendre obligatoires les mutuelles s'est traduite par des baisses de remboursement. C'est-à-dire que quand Mme Touraine vient proclamer qu'on est mieux remboursé aujourd'hui, c'est pas vrai. Et notamment pour beaucoup de gens modestes, sur les lunettes, sur les soins dentaires, il y a un énorme progrès à faire. Donc le système n'est pas... Vous proposerez toujours une agence de régulation qui regrouperait la sécurité sociale? Non, je proposerai une agence de régulation sur les mutuelles. Voilà. Sur les mutuelles uniquement aussi, sur les mutuelles. Vous avez changé là aussi Non, je pense que ça a été mal... Il y a parfois des porte-paroles qui sont un peu rapides, puis comme on est en train de fusionner des équipes différentes qui faisaient campagne pour des candidats différents, il y a encore un peu de réglage à faire, je le reconnais. Bien, François Fillon, est-ce que vous supprimerez 500 000 postes dans la fonction publique en 5 ans? Oui, bien sûr, c'est 8%, c'est 8% des effectifs de la fonction publique, et c'est pas pour le plaisir de supprimer 500 000 postes, c'est parce que nous avons un niveau de dépenses publiques qui est insupportable, à 57%. On a record absolu en Europe. On sait que cette situation n'est pas tenable. Elle nous conduit à nous endetter de plus en plus sur les marchés. Et donc, il faut faire cet effort. Les collectivités locales ont recruté 1 million de personnel supplémentaire depuis 20 ou 25 ans. Voilà, il y a la révolution digitale qui partout est en train de bouleverser l'organisation des entreprises, des sociétés. On ne va pas utiliser cette révolution digitale pour améliorer l'efficacité des services publics. Et les fonctionnaires qui resteront, travailleront 39 heures. Je veux qu'on passe... Payer 39 heures. Je veux qu'on passe progressivement à 39 heures et qu'il y ait une négociation sur les gains occasionnés par ces 39 heures. C'est-à-dire que... Payer 39 heures ou pas? C'est un fonctionnaire, il n'est pas payé à l'heure, à ma connaissance. Oui, bon, mais... Donc ce raisonnement n'a pas de sens. Sur une base, il ne s'agit pas de demander aux gens de travailler plus sans gagner plus. Je suis d'accord, ils doivent gagner plus. Mais il faut aussi négocier des questions de conditions de travail, des questions de je vous dis carrière. Ça parce que, François Fillon, d'un côté, vous voulez moins de fonctionnaires, donc économie, et de l'autre côté, si vous les payez plus, dépenses. C'est plus compliqué ça que ça. Revient peut-être à zéro, non? Non, c'est plus compliqué. Ah bon? D'abord, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais une négociation. Je pense que les personnels qui travaillent dans les services publics, ils ont aussi à cœur de sauver ces services publics, de leur permettre de fonctionner. Donc, de la même façon que dans des entreprises, il y a des négociations entre la direction et les personnels pour permettre le bon fonctionnement de l'entreprise. Et il y a des entreprises qui ont négocié des passages à 39 heures, payés 37, payés 38. Donc, je voudrais laisser une certaine marge de manœuvre. Mais la deuxième chose, c'est que le nombre de fonctionnaires génère aussi une organisation, une production de normes, des contrôles, etc. Donc il ne faut pas simplement voir les choses de façon mathématique. La réduction du poids de la puissance publique sur la société française, c'est plus de liberté, c'est plus d'efficacité, et donc c'est plus de richesse produite. Élu président de la République, est-ce que vous abrogez le compte pénibilité? Oui. Vous l'abrogez? Oui, je l'ai toujours dit. Et que faites-vous de ceux qui ont déjà des droits acquis? Il ne s'agit pas de revenir sur les droits acquis. Il ne s'agit pas de... Mais vous les remboursez? Vous leur donnez la possibilité de partir plus tôt à la retraite? Comment dirais-je, les droits acquis, ils sont acquis. Voilà. On ne va pas revenir sur les droits acquis. Bon. Maintenant, et je ne veux pas non plus nier qu'il y a une question de pénibilité. Mais chacun voit bien que cette réforme est ingérable. Il suffit d'aller voir des agriculteurs à qui on demande
demande de faire l'analyse de la pénibilité de chacune des tâches qui sont celles des personnes qu'ils emploient dans leurs exploitations agricoles, enfin, je dirais, ils sont désarmés devant le caractère bureaucratique et absolument insupportable de ces mesures. Donc on les abrogera. S'il faut les remplacer, s'il faut engager une réflexion sur la pénibilité, sur des solutions qui soient plus efficaces, je suis prêt à le faire avec les organisations syndicales, mais c'est pas simple. Hein. J'ai déjà réformé les retraites plusieurs fois. Il n'y a pas un pays au monde qui a trouvé un système efficace en matière de pénibilité. L'immigration, parlons-en puisque vous allez présenter des mesures en matière d'immigration. Alors regardons un peu ce que vous proposez. En ce qui concerne le droit d'asile, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Traitement immédiat de la demande d'asile, obligation de déposer la demande d'asile dans les 15 jours suivant l'entrée sur le territoire, durée maximale d'examen 120 jours. On est bien d'accord jusque-là. Hébergement des demandeurs d'asile dans des centres dédiés, gérés par l'État ou par des associations. C'est-à-dire plus de chambres d'hôtel. Plus de chambres d'hôtel. Voilà. Vous supprimez toutes, ça coûte très cher. Ça coûte cher et surtout, qu'est-ce que je veux faire ? Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent en France demander l'asile. Il y a une tradition de l'asile dans notre pays qui est aussi vieille que notre histoire. Il ne s'agit pas de revenir dessus. 70% des gens qui viennent demander l'asile n'y ont pas droit et sont déboutés. Simplement, le système est fonctionne tellement mal, ils restent très longtemps sur le territoire, ils ont donc le temps de s'y installer, d'y créer des liens, de scolariser leurs enfants, etc. Et après, ça devient très 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 difficile de les expulser du territoire, alors qu'ils n'ont pas le droit d'y rester. Donc je veux raccourcir les délais. Je veux faire en sorte qu'ils soient logés dans des centres dédiés pour qu'on sache où ils sont et qu'on puisse garder un œil sur ceux notamment qui vont être déboutés. Et je veux qu'on raccourcisse beaucoup les délais d'obtention de l'asile. En ce qui concerne l'immigration légale, fixer chaque année par un vote du Parlement le nombre d'étrangers qui pourront être admis en France. Il va falloir réformer la Constitution. Alors c'est pas certain, mais il y a un débat sur cette question. Moi je prendrai mes responsabilités. S'il faut le faire, on le fera. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux que la France décide chaque année du nombre de personnes qu'elle est en mesure d'accueillir, en fonction de ses capacités économiques. Travail, familial... On fixe un volume global. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le nombre de visas qui ont été accordés en France depuis 5 ans n'a cessé d'augmenter. Voilà. Dans un pays qui a près de 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, qui a près de 9 millions de pauvres, et qui est dans une situation très difficile, et avec des perspectives d'augmentation des flux migratoires en raison de la situation en Afrique, en raison de la situation au Proche-Orient, qui sont en croissance. Donc qu'est-ce que je propose ? De mettre en place le système que le Canada a mis en place, qui fonctionne parfaitement, et qui permet au Parlement, dans un débat démocratique, transparent, de fixer chaque année des quotas. 8 ans de résidence pour acquérir la nationalité française. Oui. C'est la règle en Allemagne, et je crois que c'est nécessaire que la nationalité française ne soit donnée qu'à des personnes qui soient assimilées. On a parlé d'intégration et d'assimilation. L'intégration, c'est ce qu'on exige de quelqu'un qui vient vivre chez nous. L'assimilation, c'est ce qu'on exige de quelqu'un qui demande à devenir français. Vous ne remettez pas en cause le droit du sol ? Non, simplement je remets en cause deux choses. Je remets en cause l'automaticité de la délivrance de la nationalité française aux jeunes qui sont nés sur le sol français. Je demande qu'il y ait une démarche volontaire de leur part, que ça ne soit pas un truc automatique, administratif qui leur tombe dessus. C'est-à-dire que les enfants nés en France, de parents étrangers, devront faire une déclaration solennelle de demande de nationalité. Je veux la nationalité. De demande de nationalité. Et la deuxième chose que je propose, c'est qu'on revienne sur une décision qui a été prise dans le passé et qui est la suppression de la double peine, c'est-à-dire que les personnes qui ont été condamnées n'ont pas vocation à obtenir de nationalité française. Les personnes étrangères. Parlons de la situation internationale. Bachar al-Assad salue vos positions, il espère votre élection. Est-ce que vous souhaitez son maintien au pouvoir ? Non, d'abord Bachar al-Assad est un dictateur, c'est un manipulateur, et j'attire l'attention des médias français sur le fait qu'il n'est pas forcément indispensable de se prêter aux manipulations de Bachar el-Assad. La deuxième chose, toutes ces interviews. Je regrette oui, bien sûr, elles sont. Enfin, on voit bien que c'est une manipulation. Inutile. Un dictateur qui fait des déclarations devant les télévisions françaises sur la politique française, ça s'appelle une manipulation. J'aimerais que les médias français s'en rendent compte. Bon, maintenant, c'est leur responsabilité. Non, je ne souhaite pas le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir. C'est un dictateur avec un passé sanglant.
comme d'ailleurs son père et beaucoup d'autres dans la région. Je dis simplement depuis 3 ans maintenant et 4 ans, et les faits me donnent raison, je dis que Bachar el-Assad a le soutien d'une partie de son peuple. Voilà. Sans doute autour de 25 à 30%. Et que parce qu'il a le soutien d'une partie de son peuple, eh ben, il a réussi à se maintenir. Et la diplomatie française et la diplomatie occidentale, en refusant l'idée même de parler avec le régime de Bachar el-Assad, s'est exclu du conflit syrien. Donc maintenant, nous sommes derrière les frontières et on regarde le spectacle des Russes, des Iraniens et des Turcs qui sont en train de régler la question syrienne sans nous. C'est un désastre et honnêtement, pour la diplomatie française, c'est un camouflet. À quoi a servi la rencontre de 3 parlementaires français avec Assad ? C'est pas une rencontre que j'ai encouragée. Oui. Je ne. Vous la réprouvez ? Vous réprouvez cette initiative ? J'ai une règle, moi, c'est que les parlementaires, ils sont libres. Ils sont élus au suffrage universel, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Et c'est pas au gouvernement de fixer leur conduite aux parlementaires. Simplement, j'ai indiqué à mes amis parlementaires qui sont allés là-bas que s'ils le faisaient, c'était à titre personnel et notamment à Thierry Mariani. Voilà, et qu'en ce qui me concernait, je n'étais pas favorable à cette rencontre. Je ne suis d'ailleurs jamais allé depuis le début de la guerre en Syrie pour ne pas avoir à rencontrer monsieur Bachar el-Assad. François Fillon, en vous déclarant chrétien, pour justifier de votre humanisme, est-ce que vous avez défié la tradition laïque française? C'est ce qu'a écrit le Wall Street Journal la semaine dernière. Je pense d'abord que cette tradition laïque a été détournée de son objectif. L'objectif de la laïcité française, c'est de faire en sorte que les religions ne pèsent pas sur le fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Et il y a eu des périodes où les catholiques ont essayé d'imposer leur vue au gouvernement français. Il y a eu des périodes où la relation entre l'État et la communauté juive était tendue. Donc on a instauré des règles qui s'appellent la laïcité. Aujourd'hui, cette question ne se pose pas, ou plutôt elle ne se pose qu'avec une seule religion, elle se pose avec les musulmans et essentiellement avec les intégristes musulmans. Voilà. Mais donc, vous rediriez la même chose? Bien sûr. La même sûr. chose. Mais moi je suis transparent. Mais imaginons un juif ou un musulman ou une personne athée qui justifierait son humanisme ainsi. Ça vous choquerait ou pas? Pas du tout. Enfin, il y en a qui le justifient en expliquant qu'ils sont marxistes. Moi, je le justifie en expliquant que je m'inspire de valeurs qui sont des valeurs chrétiennes. J'ai d'ailleurs parlé de chrétienté, pas de religion catholique. Et ce sont des valeurs qui sont devenues, mais la foi n'est pas un argument électoral, vous savez. Bien sûr que non, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Et j'ai mis simplement... Et ces valeurs, tout le monde a le droit de savoir que ce sont les miennes. C'était une manière d'arrondir votre image ou pas? Non, c'est ma façon de dire les choses. Voilà, je veux... Ou c'était spontané, ou oui, c'était calculé ou spontané, François Fillon? C'est spontané et c'est transparent et ça continuera. Voilà, je ne changerai pas d'attitude. Bien, François Fillon, j'ai encore 3-4 questions politiques, essentiellement politiques. La première, entre les deux tours, imaginons, vous êtes face à Marine Le Pen. Est-ce que vous acceptez de débattre avec elle? Mais enfin, j'ai pas de, je ne sais pas qui sera non, mon mais adversaire, si c'est Marine Le Pen, mais je débattrai avec tout le monde. Avec tout le monde, bien sûr. Oui, non, parce que Jacques Chirac avait refusé de débattre. avec Jean-Marie Le Pen. La question se pose du traitement qui est, ou de la place que prend le Front National dans notre système médiatique, mais c'est un autre débat. C'est d'ailleurs, vous êtes son adversaire privilégié. Je vois ça, ça me fait d'ailleurs, je sens que je suis l'adversaire privilégié de tout le monde, et la caricature de mes positions ne pourra qu'encourager les Français à se tourner vers moi, parce que il y a un moment où l'excès de critique, où je suis devenu le candidat qui veut faire travailler plus les Français pour qu'ils gagnent moins, qui veut supprimer tous les policiers, les infirmières, les enseignants. J'ai même vu que j'étais payé par Vladimir Poutine. Enfin, cette espèce d'inflation de critiques incroyables, je pense qu'elle ne peut que... Mais vous êtes deux à rassembler toutes ces critiques, vous et Emmanuel Macron. Je pense qu'elle ne peut que détourner les Français de ceux qui les tiennent. Vous aviez pensé à travailler avec Emmanuel Macron un temps? Il y a eu un moment, c'est vrai, au moment où je cherchais un directeur adjoint de cabinet, le nom d'Emmanuel Macron a circulé. Voilà. Oui. Oui, vous allez rencontrer Alain Juppé, Nicolas Sarkozy? Oui, bien sûr. Bientôt. Nicolas Sarkozy cette semaine, Alain Juppé dans les prochaines semaines. Aucun accord électoral avec François Bayrou?
Aucune négociation. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que moi j'ai un programme. Il n'y a pas. Oui. La vie politique, c'est pas. On n'est pas sous la 4e République où on négocie les programmes au fur et à mesure des élections. Donc il n'y a pas un programme pour les primaires, un programme pour les présidentielles, puis un troisième programme pour les législatives. Donc moi j'ai un programme. Je pense que c'est le seul qui peut permettre de redresser le pays. Je le mettrai en œuvre. Je suis prêt à accueillir François Bayrou et ses amis, mais pas au prix d'une négociation sur mon programme. François Fillon, je vais terminer avec Internet. Hein, ça a fait sourire, vos propos tenus aux États-Unis. J'ai ouvert les télécommunications à la concurrence. Hein, vous pensez si on avait toujours France Télécom avec des fonctionnaires, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Internet serait aussi développé? C'est un peu ce que vous avez dit. C'est une évidence. Sans la concurrence, on serait toujours l'un des pays les plus en retard en matière d'accès à l'Internet. Qu'est-ce qui a débloqué l'Internet? Bien sûr qu'il y a des ingénieurs extrêmement compétents à France Télécom, qui d'ailleurs sont désormais les ingénieurs d'Orange. Mais dans un système de monopole d'État, il ne pouvait pas y avoir de développement de l'Internet. J'ai une confidence à vous demander. Est-il vrai qu'à l'été 2009, vous profitez du malaise vagal de Nicolas Sarkozy pour signer le décret d'ouverture du marché mobile à un 4e opérateur? C'est faux. C'est vrai ou faux? C'est absolument faux. Qui peut imaginer qu'on puisse qu'un Premier ministre puisse décider de l'attribution d'une 4e licence de téléphonie mobile sans l'accord du président de la République et de son équipe? Mais ce qui est vrai, c'est que je revendique la concurrence. Voilà. Je considère que la concurrence a été l'un des moteurs les plus importants dans le développement de l'Internet, des services, dans la baisse des tarifs. Et je rappelle que la gauche s'est battue de toutes ses forces contre la privatisation de France Télécom. Merci François Fillon d'être venu nous voir ce matin.